professeur, je sais que vous tenez au caractère laïque de l'État, sans doute réaffirmé dans l'un des principes du pacte de bonne gouvernance nationale. Alors, dans un pays comme le Sénégal, comment peut-on garantir l'équidistance entre l'État et les différentes religions? C'est-à-dire aujourd'hui, euh, euh, la frontière est ténue, très difficile, tel qu'on voit les choses, et les pressions qui s'exercent, et les débats, parfois, qui sont des débats pas prioritaires, qui s'exercent sur ce qui gouverne. Nous devons faire extrêmement attention. Je comprends que le président de la République fasse des visites de courtoisie à tous les leaders religieux. C'est normal parce que ces leaders religieux sont des acteurs très importants dans la société sénégalaise. Aujourd'hui, il est à Bignona pour voir un leader qui les a beaucoup soutenus, je crois, c'est Ansou Bodian. Et je pense que quand il aura fini de faire le tour de ces leaders religieux, il faudra maintenant penser comment approcher justement ces leaders avec les différentes manifestations religieuses, parce qu'un chef d'État ne peut pas toujours présent à tout dans le Sénégal où les chefs leaders religieux sont très nombreux. Comment faire comment approcher cette question? Comment aussi, de mon point de vue, essayer pas de limiter, mais en tout cas de contrôler les ardeurs de certains de leurs proches qui ne comprennent pas comment fonctionne véritablement cette République-là. Je prends une déclaration très récente d'un des membres influents, éminents du PASTEF, en l'occurrence Cheikh Omar Diagne, qui propose la construction d'une grande mosquée à l'intérieur du palais présidentiel. Alors, moi, ma réponse est très simple. D'abord, il n'y a pas l'espace nécessaire. Je connais bien le palais. Il n'y a pas d'espace. Mais deuxième chose, si on construit la mosquée, les chrétiens vont dire pourquoi pas une chapelle. Et s'il y a des juifs, ils diront pourquoi pas une synagogue. Et l'autre viendra pour dire oui, parce que Senghor avait ses chambres, donc ses hôtels à l'intérieur. Ah oui, il les avait. Mais les hôtels, ce sont des canaries ou des calebasses qu'on pose ici pour se baigner régulièrement et après on les enlève. Alors la question, c'est qu'il faut qu'on comprenne une chose. Je dis, un président de la République, surtout dans un pays où les alternances se sont succédées, il rentre dans le palais avec ses habits, il en sort avec ses effets personnels. C'est-à-dire le palais appartient à la République du Sénégal. Et la République du Sénégal, les garants de la République du Sénégal, à l'intérieur du palais, c'est le protocole et la sécurité. Alors on dit toujours que l'armée est le dernier rempart de la République. Ce sont les militaires en fait qui surveillent et qui sont les gardiens de cet espace. Donc le président de la République, il a beau être président de la République, mais il rentre dans un patrimoine appartenant au Sénégal, à la République du Sénégal. On ne peut même pas changer les meubles quand on veut. Parce que ces meubles, j'explique que les meubles sont des éléments du patrimoine du Sénégal. Moi, j'ai jeune conseillère, j'ai travaillé à la direction du patrimoine. J'étais très jeune conseillère. C'est moi qui ai eu à l'époque à organiser, si vous voulez, toutes les cérémonies, coordonner toutes les cérémonies de lancement de la campagne de Gorée, un peu avant le départ de Senghor dans les années 80. Je connais bien comment fonctionne le patrimoine de la République, comment on y fait. On fait chaque année le recensement, partout, même y compris dans les ambassades, je ne sais pas maintenant. On fait le recensement partout de tout le patrimoine appartenant à l'État. Et chaque année, on évaluait aussi le patrimoine bâti de l'État. C'est maintenant, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Mais le plus important, on ne touchait pas aux meubles. Et une fois, Bruno Diatta a dit non, ce salon, c'est un salon que le Shah d'Iran avait offert au président Léopold Sédar Senghor. C'est un élément du patrimoine. Et quand le président rentre, il rentre et trouve ses meubles là-bas. Quand il sort et laisse ses meubles là-bas. Donc là, on ne peut pas changer. Je comprends maintenant si le président va aller construire, comme Macky Sall l'avait envisagé, un autre palais à Diamniadio, là-bas, s'il construit le palais, on peut revoir. Mais ce palais-là,
ça va être difficile. Qui porte le poids de l'histoire. Absolument, ça va être difficile. Est-ce que vous avez sensibilisé suffisamment les gens sur le fait que le pacte de bonne gouvernance ne vise pas un régime, mais c'est tout président qui sera élu désormais au Sénégal? Absolument, mais vous savez, le nouveau pouvoir, ce qu'on peut considérer un tant soit peu comme circonstance atténuante, c'est qu'ils sont sortis de prison pour aller au palais. Ils n'ont pas eu le temps véritablement de discuter. Même sur les questions de femmes, je me dis, ils n'ont pas eu le temps d'intégrer et de maturation de toutes ces idées et de tous ces mouvements. Déjà, leur parti est un parti récent, leur mouvement est un mouvement récent, mais ils ont eu à faire face pendant je ne sais pas combien d'années à l'adversité politique. Au moins depuis 2021, c'est une adversité très forte. N'oublions pas les termes de Ousmane Sonko quand il parlait de Gatsa, etc. et de résistance. Ils étaient beaucoup plus, à mon avis, quand Macky Sall dit « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression », et il l'a appliqué, c'est-à-dire les gens étaient dans une situation, une position de résistance, ce qui ne leur a pas laissé beaucoup de temps de manœuvre pour intégrer de nouvelles idées et une réflexion approfondie sur des questions aussi importantes. C'est la seule circonstance atténuante. Maintenant, je crois que ces assises de la justice, c'est un peu pour contourner véritablement les réformes, la profondeur des réformes attendues. Et ils savent que tout le monde sera d'accord sur la nécessité de réformer la justice. Alors, ils ont commencé par la justice en disant que bon, pour le reste, on va encore continuer à négocier, à faire un louvoiement, etc. contourner. Donc, on dira, ils se sont focalisés sur la réforme du secteur judiciaire et c'est ce qu'on aurait dû attendre de toutes les autres formes, si vous voulez, de pouvoir. Ce qu'ils ont fait avec les acteurs de la justice, tous ceux qui sont concernés, plus quelques éléments de la société civile triés par-ci par-là, c'est ça qu'on attend de façon beaucoup plus globale, pas d'autres assises nationales, mais une évaluation des conclusions des assises nationales et du pacte, justement, de la bonne gouvernance. Vous savez, quand on voit par exemple les propositions qui sont faites concernant le financement des partis politiques, tout le monde sait que c'est devenu un problème. Et parler du financement des partis politiques, c'est assainir, proposer aussi un assainissement de la vie politique. J'ai entendu dire, par exemple pour ces assises de la justice, qu'ils n'ont convoqué et intégré que les partis représentés à l'Assemblée nationale. Oui, les partis ressemblent, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire il faut assainir le jeu politique. Le jeu politique par pas des coalitions de partis, mais une dynamique d'intégration des partis politiques. Et que les gens travaillent aient l'habitude de travailler, non pas en affirmant leur leadership, mais dans des partis très puissants où le leadership véritablement qui émergera sera un leadership, pas un leadership individuel, mais un leadership collectif avec toutes les élites qui sont à l'intérieur de ces partis politiques.